l'idée, c'est que d'avoir conscience en fait de ces systèmes de valeurs, ça permet de mieux comprendre ce qui se passe, ce qui se joue, et de comprendre les autres, euh, et de voir en fait où on en est dans cette évolution et comment on peut évoluer au stade suivant en fonction de l'évolution de notre environnement. Et comme on voit là sur la figure de droite, en fait, il n'y a pas un niveau, un stade d'évolution qui chasse l'autre. Tous les stades finalement coexistent. C'est juste que ils s'ajoutent et on continue de grandir en fait en fonction de l'évolution. Et il y a un livre vraiment super que je recommande à tous les auditeurs, tous les participants. C'est le livre de Frédéric Laloux, Reinventing Organization, qui est en partie basé sur ce modèle de la spirale dynamique, même si voilà, il n'a pas tout repris. Il a aussi utilisé parfois des couleurs un peu différentes. Mais ce livre raconte justement à travers des études que Frédéric Laloux a fait sur des organisations qui sont aujourd'hui en pleine évolution, de voir que c'est possible et qu'on est vraiment en train d'inventer un nouveau paradigme de management pour faire face aux contraintes du nouveau monde et voilà, au choc finalement des cultures que nous vivons aujourd'hui et qui n'est pas seulement lié au Covid, hein, je tiens à le dire, ça avait commencé déjà un petit peu avant. Et voilà, donc on va voir ça en détail. Et je vais aussi vous parler de l'intérêt de l'application de ce modèle en fait pour le management. C'est un modèle qui permet justement de cartographier les systèmes de valeurs qui sont présents dans l'organisation et donc de développer l'intelligence adaptative et d'activer les leviers du changement. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça permet de prendre conscience de là où on en est en termes de conscience. Et dans une organisation, souvent, tous les acteurs et toutes les parties prenantes n'en sont pas au même stade d'évolution des consciences les uns que les autres. C'est-à-dire que parfois, on peut avoir un dirigeant qui est hyper conscient et qui a une vision claire de là où il veut emmener son organisation. Et par contre, voilà, le corps social n'a pas forcément les mêmes appétences. Ou des fois, c'est l'inverse. Il y a des parties dans le corps social qui sont déjà hyper avancées, hyper en aspiration d'autonomie. Là, tu disais justement l'autonomie, c'est quelque chose d'important. Mais l'autonomie, parfois, les collaborateurs en veulent vraiment plus et d'autres fois, au contraire, ils ne sont pas preneurs parce que c'est aussi une prise de risque d'être autonome. Voilà, donc c'est intéressant d'avoir ces repères en tête pour améliorer et faciliter la communication au sein de l'organisation et surtout l'aider à s'adapter à son environnement. Alors, on va passer en revue, en fait, 6 stades de développement qui ont eu lieu dans les organisations depuis 1900. Voilà, ça peut être ces stades, moi je les ai définis par un certain nombre de critères. Ils sont tout à fait discutables et il y a différentes versions en fonction des auteurs. Voilà, mais j'ai fait une synthèse qui me paraît pertinente et qui permet de poser des mots et de voir d'où on vient, encore une fois, pour savoir où on veut aller. Donc, au début des organisations, entreprises, je parle, parce qu'évidemment, il y a des organisations sociétales autres avant, mais voilà, dans les entreprises. Donc, c'était la naissance du paternalisme. Un film qui caractérise très bien cette époque, c'est Germinal, par exemple. Donc, personnellement, moi, mon arrière-grand-père, il était justement mineur dans des mines de charbon. Et donc, voilà, j'ai connu ça aussi par mon histoire familiale. Et donc, à cette époque-là, en fait, l'enjeu principal, c'était vraiment survivre au sein du clan, quoi. Donc, les personnes trouvaient leur sécurité. Il y avait une grande solidarité entre les mineurs parce que leur vie, clairement, était menacée chaque jour. Il fallait être protégé, donc aussi bien sur le lieu de travail parce que c'était très dangereux, mais aussi il fallait absolument garder cet emploi qui permettait de se nourrir, de se soigner. Il n'y avait pas de protection sociale à l'époque, donc il y avait une importance déterminante de cette appartenance au groupe et à la famille, avec un pater familial dominant aussi bien au travail qu'à la maison. Et une certaine négation en fait de l'individualité au profit du groupe. Voilà, donc on voit à chaque fois j'ai mis une représentation de l'organigramme, donc on voit que c'est organisé par clan en fait, c'est-à-dire qu'il y a le clan de l'entreprise, par exemple de l'usine, mais il y a aussi les clans familiaux, tout ça faisant voilà, le fait que
un individu ne doit sa survie qu'à à son appartenance à ce clan. Ensuite, on est passé à un style de management que j'appellerais directif, mais voilà, il y a plusieurs possibilités de le nommer, dans lequel, en fait, ce qui domine, c'est l'organisation scientifique du travail. Là, on passe vraiment au taylorisme, hein, donc là, c'est les temps modernes de Charlie Chaplin, cette image, où là, ce qu'on veut, c'est vraiment optimiser la productivité, séparer les tâches au maximum pour les rendre le plus simples possible, pour qu'on puisse faire finalement des chaînes de montage complexes, mais que chacun ait quelque chose de très simple à réaliser. Donc, c'est vraiment le principe de la division des tâches, de l'obéissance au chef. Et on voit donc il y a un grand chef en haut qui décide de certaines choses et plein de petits chefs en dessous. Donc, le management, c'est vraiment le chef, en fait, hein. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en fait, à chacun de ces stades a été adapté à un moment donné en fonction de l'environnement et à ses ombres et ses lumières, si je puis dire. C'est qu'il a permis aux organisations de se développer. Donc, même si aujourd'hui, on trouve ça horrible comme truc, à l'époque, ça a vraiment permis de faire face aussi à un niveau de complexité sans précédent et à permettre aux gens de se développer, de gagner leur vie, d'être aussi dans une certaine sécurité. Et voilà. Et donc là, ce que les gens craignaient avant tout, c'est d'être en faiblesse, de voilà, pas réussir à tenir le rythme de la cadence, par exemple, d'être hors jeu dans cette chaîne dans laquelle ils étaient pris. Bon, mais bien sûr, à chaque fois, en fait, l'environnement évolue, la complexité augmente. Il y a la nécessité se fait sentir de s'adapter au nouvel environnement. Et du coup, on est passé dans un monde où le management est devenu beaucoup plus procédural, avec une hiérarchie, comme vous voyez là à droite, un organigramme très clair, avec vraiment des lignes hiérarchiques et le manager est vraiment le supérieur hiérarchique. L'importance, là, ce qui prime dans ce modèle, c'est les statuts, les règles, la conformité, des tableaux de bord précis, la centralisation des pouvoirs, la discipline. Voilà, et donc ce que les gens en fait recherchent pour assurer leur sécurité, c'est vraiment de respecter les règles et les procédures, de bien dans le cadre de leur rôle. Et ils ont peur avant tout des sanctions et de la punition. Donc c'est vraiment un management par le bâton, si je puis dire. Voilà, mais la grosse avancée de ce stade de développement des entreprises, ça a été la mise en place de processus reproductibles. C'est-à-dire qu'en fait, avant, certaines personnes avaient un pouvoir parce qu'ils détenaient des savoirs particuliers. Ici, dans les organisations bleues, on essaye de standardiser tellement les savoirs que finalement, plus personne n'est indispensable. Je prends un exemple un peu extrême, par exemple, dans l'Église, même si le pape est remplacé, ça ne perturbe pas l'organisation. L'Église est toujours là, quoi, hein. Voilà. Et donc, c'est dans ces organisations qu'on a commencé à faire des descriptions de postes très, très détaillées, voilà, de vraiment bien définir le rôle de chacun. Chacun a sa case dans l'organisation. Et il y a une certaine sécurité qui est liée, c'est plutôt l'emploi à vie, en fait, hein. Et grâce à ce système, en fait, très organisé, très structuré, cela a permis vraiment le développement de très grosses structures, voilà, et une stabilité, une certaine sécurité. Donc, il y a encore beaucoup, beaucoup d'organisations, y compris en France, hein, qui ont ce modèle-là, toutes les grandes administrations, les grandes institutions. Je vous lirai aussi un petit article tout à l'heure. Voilà, donc c'est un modèle qui domine encore à notre époque, en tout cas en Occident, en France. Donc effectivement, dans ce modèle, le souci, c'est que l'individu est un peu écrasé, hein. On n'évolue pas beaucoup, on reste dans sa case. C'est pas, voilà, c'est pas super fun. Donc à un moment donné, il y a un appel, une appétence pour autre chose. Et surtout, c'est un modèle qui va bien si les choses à l'extérieur sont relativement stables. C'est un modèle qui résiste mal à la mouvance et à la complexité croissance du monde et qui a besoin donc de se réinventer pour pouvoir faire face à ce nouvel environnement. Donc, du coup, on est passé à un stade qui est lié au range, qui est dit stratégique,
où là, on demande au manager d'être un leader. Et comme vous pouvez le voir sur l'organigramme à droite, donc il y a toujours quand même une structure plus ou moins hiérarchique, mais il y a aussi beaucoup de contacts entre les différents départements. Voilà, donc c'est l'époque où on a commencé à mettre en place beaucoup le management par objectif. Donc ça, c'était une grande nouveauté, en fait, avec un management qui est plutôt à la carotte, là, en fait. Il y a l'essor des primes individuelles. Et ces entreprises Orange se sont dotées notamment de direction de recherche et développement, du marketing. Elles ont créé des équipes projets. En fait, c'est pour ça qu'on voit des flèches transversales, des équipes projets qui permettent d'innover, en fait. Parce qu'en fait, tout l'enjeu de ces organisations Orange et stratégiques, c'est d'innover plus vite que la concurrence pour gagner des parts de marché et augmenter leurs profits. C'est vraiment ça qui compte, c'est de gagner un maximum d'argent, d'être compétitif, rentable, performant. Et pour ça, les entreprises ont compris qu'il fallait mieux qu'elles utilisent l'intelligence des individus plutôt que de leur donner trop de directives. Donc, les directives sont données par quand même la direction générale, les grandes orientations stratégiques, mais il y a une certaine latitude de moyens qui est laissée finalement aux collaborateurs ou au niveau intermédiaire de management pour mettre en œuvre ce qui est demandé. Et donc, chacun cherche sa sécurité, déjà en respectant son contrat. Hein, c'est un stade de développement des entreprises où tout est très contractuel. Hein. Bon, on voit beaucoup ça aux États-Unis, hein, le moindre truc, tout est couché sur le contrat, mais en France aussi, hein, ça s'est complètement développé. Et puis, il y a vraiment un contrat de performance avec des objectifs qui sont fixés et qu'il est de bon ton non seulement d'atteindre, mais de dépasser. Donc, ça pousse un peu à une course à l'échalote. On n'en a jamais assez, en fait. Et ce stade, en fait, a été très bénéfique sur un certain nombre de plans. C'est à cette époque, en fait, qu'on a développé plein de pratiques managériales, hein, le planning stratégique, les budgets, les indicateurs, tout ce qui est KPI, les tableaux de bord, l'évolution des performances, voilà, les systèmes de primes. Et finalement, c'est aussi à cette époque où les ressources humaines en tant que telles se sont structurées et sont apparues, puisqu'il fallait justement gérer, distribuer ces carottes. Hein. Et une idée aussi essentielle de ce stade de développement, c'est la méritocratie, qui était une idée assez révolutionnaire, en fait. Maintenant, voilà, on trouve ça complètement normal, mais avant, dans le stade bleu, c'était beaucoup encore par héritage, par tradition, voilà. Tandis que là, finalement, a priori, en principe, hein, c'est pas forcément vrai en réalité, mais tout le monde peut accéder aux échelons supérieurs en fonction de son mérite. En tout cas, clairement, la mobilité professionnelle devient la norme, alors qu'avant, dans le modèle bleu, c'est plutôt l'emploi à vie et on ne bouge pas de sa case ou le moins possible, quoi. Alors, bien sûr, comme je disais, chaque stade a eu ses avancées importantes qui ont permis le développement et l'adaptation des entreprises à la complexité du monde, mais aussi ses ombres. Et les ombres, clairement, du modèle Orange, là, elles se font sentir vraiment beaucoup de nos jours encore. Hein. C'est que finalement, le moteur de ces entreprises, c'est la croissance pour la croissance, avec la création parfois artificielle de besoins. Et la croissance pour la croissance, en fait, c'est la définition du cancer. Voilà, il faut le savoir. Donc, c'est un peu des cancers. Donc, en gros, ça génère en fait un peu une économie prédatrice qui épuise les ressources et les écosystèmes vitaux. Finalement, le seul moteur, c'est l'argent et la reconnaissance. Voilà, c'est les seuls critères du succès. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que dans ce modèle-là, déjà, il y a de l'épuisement aussi professionnel qui peut vite arriver parce qu'on veut toujours plus, toujours être plus performant. Donc, chacun se met un peu la pression pour tout le temps se dépasser. Et en plus, ça crée vraiment un sentiment de vide existentiel, en fait, finalement. Parce que cette vision très matérialiste, elle ne comble pas du tout notre besoin de sens
et d'appartenir et de faire quelque chose qui nous dépasse. Donc, l'être humain n'y trouve pas vraiment son compte. Moi, je l'ai vraiment ressenti dans des organisations dans lesquelles j'ai travaillé, hein, notamment dans la réassurance où vraiment tout était fait. Enfin, le seul critère de performance était le ROI qui était versé aux actionnaires. Et c'est vrai que moi, j'ai senti à ce moment-là qu'il y avait un truc qui n'était pas suffisant, quoi. Ça allait pas, quoi. Les gens étaient pressurisés. Quand ils étaient épuisés, on les jetait. Enfin, et voilà. Et c'est pour ça que je pense que ça m'a vraiment poussée à trouver autre chose que dans l'entreprise. Enfin, je pense que c'est grâce à cette expérience que j'ai eu envie de faire du coaching et notamment du coaching existentiel. Voilà, pour redonner du sens à tout ça. Et donc effectivement, il y a eu du coup, à chaque fois finalement, comme vous voyez dans la spirale dynamique, il y a une oscillation dans les considérations. Donc là, on peut dire qu'au stade orange, c'est quand même tout dans l'individualisme, la réussite, le succès, l'argent, le matérialisme. Et du coup, on passe un peu à chaque fois d'un excès à l'autre, je dirais. Et le stade suivant, c'est le tout collaboratif. Donc là, dans le tout collaboratif, il y a un rejet total de la pyramide. Donc c'est pour ça que vous voyez l'organigramme à droite. Il y a plein de gens qui nourrissent quelqu'un qui est plutôt un rôle de coach, en fait. Et les rôles, d'ailleurs, ne sont pas toujours occupés par les mêmes personnes. C'est-à-dire qu'on peut changer de rôle. Un coup, on est au centre, un coup, on est à l'extérieur. Voilà, c'est beaucoup moins clair. C'est une vision pluraliste, en fait, hein, de l'entreprise. Et là, ce qui est important pour un individu, c'est vraiment de s'intégrer dans le groupe, de jouer son rôle, le rôle qu'on attend de lui à un moment donné ou qu'il choisit. Et l'objectif, c'est de participer et la peur, c'est d'être exclu. Et c'est pas, curieusement, c'est pas forcément toujours la panacée non plus évident pour tout le monde. En tout cas, c'est un modèle qui prône le cercle de parole, l'intégration de tout le monde, la recherche de consensus. Voilà, l'idée, c'est de travailler en réseau d'intelligence qui inclut tout le monde avec bienveillance. Voilà. Et ceux qui sont à la tête de ce type d'entreprise enfin, en tout cas, ont vraiment la conviction que les salariés sont bien plus qu'un rouage d'une machine. Hein. Donc ça, c'est ça la grande avancée, c'est qu'on prend enfin en compte les besoins, enfin, l'existence et les particularités des personnes. Mais il y a vraiment une volonté de créer des communautés où chacun a sa place, mais veille aussi sur les autres et où finalement on recherche le bonheur de chacun. Voilà, c'est un peu ça le trigger. Et donc, dans ce modèle d'entreprise, effectivement, l'encadrement intermédiaire est formé pour accompagner ses équipes à soutenir et motiver au lieu de diriger d'en haut. Et voilà, j'ai une petite citation que j'aime bien, c'est l'importance des valeurs. Et Frédéric Laloux dit dans ce genre d'organisation, les valeurs ne sont pas une feuille de vigne qui cache l'appétit de profit et de part de marché. C'est-à-dire que les valeurs sont vraiment quelque chose d'important et qui fait vraiment le socle et la colonne vertébrale qui réunissent les gens dans l'organisation, qui leur donnent les repères en fait pour prendre les bonnes décisions et qui remplacent un peu finalement ce qu'on avait comme carcan de règles et de procédures dans d'autres styles d'organisation. Voilà, donc bien sûr, c'est un modèle qui rejette aussi le concept de valeur unique pour l'actionnaire et qui prend en compte toutes les parties prenantes. Voilà, qui prône le respect et le partage entre toutes les parties prenantes, donc que ça soit les salariés, les clients, les fournisseurs, voilà, la société civile. Tout le monde est pris en compte et du coup, c'est vraiment aussi l'avènement de tout ce qui est responsabilité sociétale des entreprises. Voilà, on parle aussi de beaucoup de QVT, voilà. Alors, par exemple, là, dans ce modèle aussi, en termes de processus RH, on va privilégier plutôt les primes collectives plutôt que des primes individuelles. Pour donner un exemple concret. Alors, le souci, c'est que dans le monde réel, c'est assez difficile d'être uniquement dans ce mode collaboratif dans les grosses structures. Et souvent, les organisations sont un joyeux mélange un peu informe entre le orange et le vert.
Voilà, moi j'ai vécu ça, une entreprise qui se disait très collaborative. Alors, il y avait un peu le mauvais côté de la collaboration, c'est-à-dire que pour prendre des décisions, comme il fallait que tout le monde soit d'accord, ça prenait un temps de dingue quoi, le consensus mou là, c'était assez lent. Mais en fait, au fond, finalement les dirigeants, ce qu'ils étaient quand même intéressés, c'est que leurs dividendes à la fin de l'année. Donc c'était un peu, on utilisait un peu le mode vert, pour faire bien, pour faire on a des belles valeurs, on prône la bienveillance, mais en réalité, au fond, les valeurs réellement portées par les dirigeants n'étaient pas vraiment ça. Et du coup, c'est encore pire que quand c'est clairement affiché, quoi. Enfin, de mon point de vue. Donc Et voilà. comment, j'ai une question, Karine, comment se place-t-on en tant qu'entreprise? Comment on définit où on est? Enfin, est-ce qu'on peut définir où on est? Eh ben, en fait, justement, c'est de savoir un petit peu, déjà de s'observer, en fait, hein, de voir, quels sont finalement, les triggers en termes de valeurs des dirigeants, comment, fonctionne l'entreprise. Donc, par exemple, clairement, les modes, de gestion RH, sont très apprenantes sur là où on est vraiment, l'entreprise. Est-ce qu'il y a, par exemple, un attachement aux fiches de poste, absolument, clair et net, comme on peut avoir dans les entreprises bleues. Heu, Bah, par exemple, je prends un exemple, mon mari travaille à la Société Générale. Il y a encore cet attachement, assez fort au statut, à la classe, à la classification, à la fiche de poste bien définie. Mais en même temps, il y a aussi bien sûr, des gestions de projet, une gestion transversale. Mais clairement, la Société Générale, moi je dirais que c'est du bleu-orange, quoi. Voilà, j'ai travaillé, donc je disais chez, bon, Babylou, je vais citer. Babylou, c'était clairement du orange-vert, donc ça se voulait vert, là, il y avait du collaboratif dans tous les sens, ça mettait un bail pour, discuter, mais au fond, c'était quand même, finalement la rentabilité qui primait. Voilà, donc à partir du fonctionnement de l'entreprise réelle et tout ça, on arrive à voir, dans quel stade on en est et aussi, ça permet de clarifier justement, de ne pas se faire d'illusions de là où on est, quoi. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Lucas? Ici et dans ce modèle-là collaboratif, il n'y a pas finalement le centre du cercle et peut être n'importe qui. Donc du coup, il n'y a pas de hiérarchie au sens traditionnel du terme. Ben, en fait, oui, l'idée de ce modèle, comme il y a un rejet assez fort effectivement de la hiérarchie, on se dit que le rôle, par exemple, là, du manager coach, il peut être, tenu par, ça peut changer quoi, en gros. Mm. Et en tout cas, celui qui est manager coach, il n'est pas au-dessus des autres, il est plutôt, à côté des autres, en soutien, en motivation. Voilà, donc il y a plusieurs formes, hein, d'entreprises vertes. Elles sont, et ce que tu dis finalement, ça illustre tout à fait ce que je disais. Comme c'est assez difficile, pour les entreprises où il y avait des structures hiérarchiques de renoncer complètement à cette structure, c'est pour ça qu'en fait, c'est souvent un joyeux mélange, quoi. Enfin, joyeux ou pas joyeux. C'est-à-dire qu'on garde quand même une structure hiérarchique, mais on ne veut plus que les hiérarchiques aient de pouvoir et jouent un rôle de dirigeant. Donc c'est pas évident, quoi. C'est pour ça que des fois, c'est plus facile de créer, ce type, d'organisation à partir d'une feuille blanche, plutôt que de transformer une organisation qui était très structurée, en hiérarchie et les amener à ça. Voilà. Ouais. Mais c'est vrai que ça ne doit pas être évident. D'ailleurs, n'hésitez pas par écrit, même dans le chat, à nous dire selon dans quel type de structure vous travaillez, quel est le modèle que vous pensez Ouais, qui ouais. s'adapte le mieux à l'entreprise à laquelle vous travaillez. Après, moi, ma question, c'est du coup, enfin, j'imagine, c'est comment est-ce qu'on peut du coup passer d'un modèle à l'autre et comment ça se passe en fait. Tout à fait. On va voir ça. Je finis juste sur le dernier stade. Le dernier stade, bah, c'est ce qui est en train de se passer, maintenant. C'est un stade systémique. Donc, c'est pas tout à fait, alors le manager, il est facilitateur. Alors, c'est quoi la différence entre le manager, coach et le manager facilitateur? De mon point de vue, hein, ça va être assez, personnel. C'est que le facilitateur, il ne sait pas à l'avance vers quel objectif il emmène, en fait. Il est là pour créer des conditions pour laisser l'émergence et la synergie se passer au sein du groupe. En fait, dans le stade systémique,
on se rend compte que plutôt que d'essayer de prévoir et maîtriser l'avenir à tout prix avec des budgets, des plannings ou une idée assez précise de quelle valeur on veut servir et tout ça, on est plus à l'écoute en fait de ce qui peut advenir et on laisse émerger l'ensemble des possibles en créant les conditions pour que les gens finalement communiquent et surtout assument pleinement qui ils sont. Donc en gros, à ce stade, et Frédéric Laloux l'a très bien décrit, donc Frédéric Laloux, lui, il parle de stade opale, hein, voilà, dans le modèle de la spirale dynamique, c'est de stade jaune, mais voilà, ça se recoupe beaucoup. Et, et du coup, je vais prendre un exemple en fait de ce qui se joue. Donc là, on voit, il y a des cases, elles ne sont pas toutes pareilles, contrairement au stade vert où on veut que tout le monde soit dans le même rond. Là, ben, tout le monde est différent. Il y a des ovales, il y a des étoiles, il y a des carrés, il y a des rectangles. En fait, on assume beaucoup mieux le fait qu'on n'est pas tous égaux. Il y en a qui sont plus intelligents, plus créatifs, plus vifs, plus joyeux, plus… Voilà, donc on est différents. Et c'est avec nos différences qu'on peut interagir et créer quelque chose de plus grand, en fait, et surtout quelque chose dans lequel chacun va être pleinement reconnu avec ses talents tel qu'il est. Et ce qu'on cherche là, avant tout, bah, c'est du sens, en fait, et de l'équilibre. Ce qui est important dans ce modèle, c'est garder l'équilibre entre bah, les aspirations individuelles et quand même la création collective, l'intérêt collectif et le trigger pour faire en sorte que tout ça soit cohérent. Donc là, on est beaucoup plus dans des réseaux, en fait, de fonctionnement. Et l'idée, c'est de venir au travail bah, tel qu'on est et d'écouter et comprendre, en fait, vers quelle direction on est appelé à être. Donc, c'est des entreprises qui favorisent aussi bah, des pratiques comme la méditation, des choses comme ça, pour vraiment euh, faire introduire l'intuition aussi dans la façon de travailler ensemble. Et alors, par exemple, un élément fort de ce modèle, de ce stade de développement, c'est l'autogouvernance, par exemple, qui permet en fait à chacun de prendre des décisions. Donc, c'est plus des décisions prises en consensus par tout le monde, c'est-à-dire que chacun peut prendre une décision importante pour l'entreprise, à condition qu'il y ait une prise d'avis. Donc, cette prise d'avis, elle est organisée, en fait, on demande l'avis des experts qui sont concernés, mais aussi de toutes les personnes qui vont être impliquées par cette prise de décision dans l'entreprise. Moi, j'ai fait une mission assez longue chez Deezer, et je trouve que Deezer vraiment s'approche de ce modèle, en fait, d'organisation d'entreprise, parce que justement, finalement, il y a une grande latitude qui est laissée à chacun de prendre des décisions, de proposer des choses en fonction de ses appétences, de ce qu'il se sent appelé. Mais c'est fait en interrogeant les personnes qui sont compétentes, et ça se fait vraiment avec beaucoup de fluidité, quoi. C'est hyper agréable. Voilà. Donc, J'ai une question, enfin il y a une question dans le chat, enfin deux d'ailleurs. Où se situent les GAFAM? Donc après, c'est pas les mêmes Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. Je pense que c'est peut-être pas le même modèle pour toutes, mais je sais non, ben, c'est une très pas. très bonne question, et justement, ben, Frédéric Laloux en parle pas mal. D'ailleurs, j'invite les gens à lire ses livres ou même écouter ses vidéos sur YouTube, hein, parce que c'est très inspirant. Et effectivement, les GAFA, en fait, c'est un peu un mixte entre le mode orange, parce qu'il y a quand même une aspiration au profit, à gagner des parts de marché, à être puissant, à être les premiers, à être les leaders. Voilà, donc c'est pas des angelots hein, quand même. Et ils utilisent quand même aussi ces idées de travail plus en collaboratif, plus en laissant à chacun la possibilité, a priori, d'être qui ils sont. Mais le problème, c'est qu'il y a encore un socle orange qui est assez majeur, quoi. Voilà. Et justement, ça fait le lien. La deuxième question, c'était comment envisager des bénéfices financiers dans un modèle jaune, du coup. Eh bien, en fait, l'idée, c'est que tout le monde veut quand même gagner sa vie, créer, innover.
Donc, le fait de gagner de l'argent, c'est tout à fait souhaité et souhaitable, hein, y compris dans ce modèle, sauf qu'on le fait avec beaucoup plus d'agilité et de respect pour tout le monde. Parce que si quelqu'un commence à tirer trop la couverture à soi, ça va vite se sentir et voilà. Et il y aura en fait, dans le modèle jaune, il y a pas une absence totale de hiérarchie. Il y a des espèces de hiérarchies naturelles, finalement plus basées sur les talents, et les possibilités, les forces de chacun qui se met en œuvre en fait. Voilà. Ok. Et le sens, donc le fait de gagner de l'argent, l'argent finalement il est remis en tant que moyen au service d'autre chose. C'est pas quelque chose qui est tabou ni pas souhaité. Au contraire, l'argent, c'est aussi une très belle énergie qui permet plein de choses, qui est d'abord une valeur d'échange. Donc elle est tout à fait valorisée dans le modèle jaune, plus que dans le modèle vert sans doute. Heu mais encore une fois, c'est pas l'argent pour l'argent, ni la croissance pour la croissance. C'est la croissance au service d'autres choses et au service finalement de l'épanouissement et du respect, de l'écosystème en fait, dans lequel on est. Voilà. Et j'ai refait, une petite synthèse, hein, des 6 modèles, que je viens de vous présenter, avec les mots-clés, et aussi les enjeux, principaux pour les personnes. Et ce que je voulais dire, c'est que c'est intéressant là, aussi de voir, qu'en fonction du modèle dans lequel, l'organisation, dans laquelle vous êtes ou dans laquelle vous travaillez, hem, est, les peurs vis-à-vis, par exemple, du télétravail sont pas les mêmes, en fait. Ça, c'est un je fais une petite aparté là-dessus parce que c'est un sujet qui est quand même beaucoup d'actualité. Donc, les peurs par rapport au modèle, qui se dessine où les gens, de plus en plus, finalement, vont être en télétravail ou en travail hybride. Heu Bah, si on est dans une entreprise paternaliste, bon là, il y en a de moins en moins quand même, hein, mais bon, ça existe encore. Ce qui est important, c'est de garder le lien affectif. Dans les entreprises qui sont plutôt en mode rouge, c'est la peur de perdre le pouvoir en fait. Entreprise en mode bleu procédural, c'est est-ce que les gens vont être conformes aux règles? Est-ce qu'ils vont bien travailler leurs 8 heures par jour? Est-ce qu'ils vont bien remplir leur tableau de bord? Voilà, c'est vraiment est-ce que le pouvoir ne va pas nous échapper? Dans les entreprises qui sont plutôt en mode orange, c'est est-ce qu'il ne va pas y avoir de baisse de performance, de rentabilité? Est-ce que les objectifs vont être quand même bien atteints? Dans les entreprises verts, est-ce que le lien social va perdurer? Voilà, est-ce que tout le monde va quand même pouvoir s'exprimer malgré le télétravail? Est-ce que l'opinion de tout le monde va pouvoir être bien pris en compte? Et dans le modèle jaune, en fait, bah, c'est le modèle jaune finalement qui correspond le mieux au modèle qui est en train d'arriver, hein. C'est pour ça qu'il émerge maintenant. C'est qu'effectivement, c'est un modèle qui fait bon ménage avec le fait que les gens ne sont pas forcément à 100% au travail, puisque l'idée, c'est vraiment la co-responsabilité entre l'entreprise et le salarié. Il y a même parfois plutôt des liens de partenariat, hein, avec de l'intrapreneuriat ou des réseaux d'entrepreneurs finalement, qui offrent une flexibilité, une autonomie, une confiance beaucoup plus importante. Et l'idée dans ce modèle, c'est de trouver un équilibre existentiel, hein. C'est pour ça que j'ai choisi une photo, voilà, d'une femme qui est en train de travailler, mais elle a quand même sa petite fille à côté. Bon, ça peut être un peu caricatural, mais c'est l'idée que voilà, il y a l'entreprise, mais il y a aussi la vie privée, et que ce qu'on cherche, c'est l'accomplissement global. Mais aussi, bien sûr, on a besoin que les entreprises se développent, soient profitables pour que cet accomplissement puisse avoir lieu. Donc, ce qui est intéressant de voir, c'est que voilà, bien qu'il y ait l'avènement de ces modèles collaboratifs et systémiques, en fait, en France, les domaines, les modèles qui prédominent encore aujourd'hui, sont, le modèle bleu, et le modèle orange. Donc ce qui pose, vraiment, justement des difficultés, vu que l'environnement, évolue de façon, très, très,
brutale là, à cause ou grâce à la crise sanitaire. Je ne sais pas s'il faut dire grâce ou à cause. Et du coup, ces entreprises ont un peu de mal à s'adapter en fait aux nouvelles aspirations des salariés. Et, et je voulais vous lire un truc un article, hein, La France est bleue comme une orange. C'était un article de Jacques Attali qui commentait en fait. C'est un article qui date déjà des années. Enfin, c'était en 2009, mais je trouve que c'est intéressant parce que finalement, ça reste quand même assez d'actualité, curieusement, et qui disait que, donc il commentait les suicides à France Télécom, leur montrant que les causes de ces suicides sont vraiment enracinées justement dans ces chocs de culture. Et du coup, je vous lis l'article. France Télécom devient Orange. C'est drôle parce que justement, c'est Orange. Une entreprise publique dont les personnels sont par nature sédentaires devient une entreprise privée dont les employés sont nomades. Dans l'une, pas de pression sur les prix et une gestion des ressources humaines traditionnellement concertée avec les syndicats. Dans l'autre, une pression obsessionnelle sur les coûts matériels et humains. Il peut donc arriver que quelqu'un soit broyé s'il se laisse prendre dans l'interstice de ces deux logiques. Et tout cela dépasse bien sûr Orange, enfin l'entreprise, car ces deux logiques viennent de celle de la France en fait, un pays bleu comme son histoire, enraciné dans des traditions sédentaires qui font son identité. Donc en bleu, c'est vraiment l'administration, l'éducation nationale, l'armée, l'église, tout ça c'est hyper bleu. Mais un capitalisme de plus en plus nomade, des emplois de plus en plus précaires, même au sein de l'administration. Et ce choc entre la France qui veut encore la sérénité millénaire qui fabriqua sa culture et celle qui doit, pour survivre, participer à l'aventure mondiale, ne peut que désespérer ceux à qui on demande sans précaution de franchir la ligne de démarcation entre ces deux cultures. Voilà. Donc, l'enjeu, c'est d'arriver à faire les transitions, hein. Je pense qu'il y avait cette question-là. C'est qu'à un moment donné, on n'a pas le choix, il faut évoluer parce que sinon, c'est une question de pérennité à un moment donné, hein. C'est-à-dire que là, c'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les jeunes, ils n'ont plus du tout envie d'aller dans les grosses structures où soit ils vont être mis dans une case peu évolutive, si elles sont en culture bleue, soit ils vont être pressurisés comme des citrons au détriment de leur vie privée, de leur épanouissement comme en stade orange. Et donc, les nouvelles générations aspirent à autre chose, aspirent aussi à être plus libres de venir comme ils sont en entreprise, hein. Et si les entreprises ne font pas l'effort de comprendre ça et de s'adapter à ça, ça devient de plus en plus difficile de recruter finalement des talents et d'être attractif. Donc il y a un travail de conscience de là où on en est en fait. Et pour les entreprises, finalement, déjà, rien que le fait de prendre le temps de poser justement, d'étudier ces différents modèles et de voir où on en est objectivement, ça peut être déjà un déclencheur d'une réflexion et d'une amorce de changement pour autre chose, quoi. Donc, concrètement, ce modèle, on peut l'utiliser déjà à travers une présentation déjà à la direction, au manager, pour un auto-positionnement, un auto-diagnostic et d'accompagner ensuite petit à petit l'entreprise vers des modèles qui soient plus proches des modèles qui sont souhaitables dans notre environnement actuel.